en Suisse, à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds. Et à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'une part, ce sont des gens qui viennent de faire une révolution qui, elle, il n'y a pas eu de contre-révolution, puisque les loges maçonniques du Jura français et celles du canton de Neuchâtel se sont réunies pour faire une révolution contre l'Empire prussien, ont installé une république avec le soutien populaire, et que ça donne donc un grand climat de liberté dans ce petit coin de Suisse, et un grand climat de liberté dans lequel il y a en même temps une forte présence industrielle horlogère, et où de nombreux immigrés italiens en particulier vont se retrouver dans l'industrie horlogère de la Chaux-de-Fonds et le Locle, et avec une effervescence ouvrière considérable où il va y avoir floraison d'anarchistes. La Suisse est une des grandes parties des patries des anarchistes, ce qui est assez peu connu par les banquiers actuellement. Parmi ceux-ci, il va y avoir, par exemple, Michel Bakounine, qui va y résider assez souvent. Il va y avoir James Guillaume, surtout, qui a rédigé ensuite, avec Ferdinand Buisson, le dictionnaire pédagogique et d'instruction publique qui vient d'être réédité et qui existe sur Internet de toute façon en consultation libre, et qui, donc un brassement d'idées. Et Buisson, lorsque la commune de Paris va arriver, va être appelé par les communards et va ouvrir un orphelinat à Paris. Et ensuite, il n'est pas tout seul, il y en a d'autres. Il y a Félix Pécaud, Paul Lapie, etc. Ce sont tous des protestants. Il va construire son ministère autour de ça. Ferry, un bourgeois Ferry Tonquin, etc. Avait besoin de s'appuyer sur un courant qui avait traversé le siècle et qui était en faveur de l'instruction publique. Et il va mettre ce courant à la tête des affaires, et ça va donner les lois dont j'ai parlé tout à l'heure, je vous les cite rapidement. 1880, suppression des jurys mixtes, c'est-à-dire retour du monopole de la collaboration. Le jury mixte, c'était les jurys avec le clergé. Pour avoir ses examens, il fallait à la fois avoir le niveau d'instruction et être un bon chrétien. Bon. Suppression des jurys mixtes. Gratuité totale de l'enseignement primaire public en 1881. Instruction obligatoire de 6 à 13 ans en 1882. Laïcité de l'école en 1882. Je vous lis quand même ça sur la laïcité de l'école. Article 4. L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de 6 à 13 ans révolus. Elle peut être donnée soit dans des établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans des écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qui l'aura choisi. Un règlement déterminera les moyens d'assurer l'instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles. Article 2. Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre des dimanches, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées. 86. Laïcité des établissements et du personnel enseignant, loi Goblet. Article 2. Les établissements d'enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c'est-à-dire fondés et entretenus par l'État, les départements ou les communes, ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations. Voilà le corpus de des lois Ferry. Et l'article 17, dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. Alors, ça a été, évidemment, en face, un tollé considérable. Je n'ai pas le temps là maintenant, on pourra tout à l'heure, sur 2 minutes, vous parler de gens comme Dupanloup, qui a sa célébrité, ou qui est un peu moins connu, Frépel, qui est l'adversaire principal de Paul Bert à l'époque, et qui disent on fait passer les jeunes filles des genoux de l'Église au bras de la franc-maçonnerie. C'est des invectives absolument extraordinaires. Il y a une brochure de Frépel et les discours de Dupanloup sont de vraies réjouissances. Ce sont des vraies réjouissances a posteriori parce que l'école publique a gagné, entendons-nous bien. Alors, résultat, donc on est passé de ces 5 600 000
où on ne savait pas qui était dans le privé et dans le public, à une situation très différente. D'abord, les filles vont arriver massivement dans l'enseignement, comme élèves d'abord, hein, parce que dans l'équipe, il y a à la fois des hommes et des femmes. Il y a notamment Camille C., hein, qui va être la fondatrice de l'École normale supérieure des jeunes filles, et il va y avoir Pauline Kergomar, qui fait partie de l'équipe Buisson, et qui est la fondatrice des écoles maternelles. Il n'y a plus, quelques années après, 86-87, que 410 000 élèves dans le privé. C'est dire le succès considérable des lois Ferry. En 1903, Buisson déclarait donc un bilan en quelque sorte. Le premier devoir d'une république est de faire des républicains. Pour faire un catholique, il suffit de lui imposer une vérité toute faite. La voilà, il n'a plus qu'à l'avaler. Le maître a parlé, le fidèle répète. Pour faire un républicain, il faut prendre l'être humain, si petit soit-il et si noble qu'il soit, un enfant, un adolescent, une jeune fille, il faut prendre l'homme le plus inculte, le travailleur le plus accablé par l'excès de travail, et lui donner l'idée qu'il faut penser par lui-même, qu'il ne doit ni foi ni obéissance à personne, que c'est à lui de chercher la vérité, et non pas à la recevoir toute faite d'un maître, d'un directeur, d'un chef, quel qu'il soit, temporel ou spirituel. Citoyens, je vous en prie, réfléchissez-y. Est-ce qu'on apprend à penser comme on apprend à croire? Croire, c'est ce qu'il y a de plus facile, et penser, ce qu'il y a de plus difficile au monde. Pour arriver à juger soi-même d'après la raison, il faut un long et minutieux apprentissage. Cela demande des années, et cela suppose un exercice méthodique et prolongé. Je pense que la définition de la laïcité, si on en cherche une, elle est là. Et la définition de ce que c'est l'école laïque est là. Alors, ce choix de développer un enseignement primaire public, de l'arracher à l'obscurantisme religieux, pour permettre l'accès des enfants d'ouvriers et de paysans à des fonctions d'employés et d'ouvriers qualifiés, va prendre appui notamment sur l'existence des écoles normales d'instituteurs, l'existence des écoles d'art et métiers, et l'existence des écoles primaires supérieures. En rédigeant, travaillant sur le bouquin, on est tombé sur Michel Héliard, qui est un peu quand même notre père à tous sur le plan des trois auteurs, parce qu'il a dirigé pendant quelques années le département de sociologie du Mirail, et il est du point de vue de la méthodologie universitaire. Il a acquis l'expérience de celui qui a dirigé de multiples thèses, n'est-ce pas? Donc, il aime bien qu'on revienne à la critique des sources. Et de ce point de vue-là, il nous a appris à rechercher là où d'autres n'avaient pas cherché jusqu'à présent. En particulier concernant les chiffres de la scolarisation. Très souvent, les adversaires de l'école publique disent « Est-ce que l'école publique a été finalement un instrument de promotion sociale si fort que ça ?» Bon. Est-ce que ça n'est pas simplement, il est marié avec Bourdieu, Michel, est-ce que ça n'est pas simplement un instrument de reproduction? Est-ce que finalement ça a beaucoup changé dans les lycées, dans les collèges, c'est toujours les petits bourgeois qui sont là. Est-ce que finalement l'école primaire, ça ne s'est pas fait par un mouvement naturel? Et on essayait de trouver des sources pour combattre cette idée-là, mais que ce soit des sources vérifiées. Et on s'est aperçu que des auteurs qui n'ont pas forcément les mêmes options philosophiques que nous, qui s'appellent Briand et Chapouli, ont écrit un ouvrage remarquable qui s'appelle « Les collèges du peuple », et où on s'aperçoit, et c'était au départ une thèse de doctorat, qu'ils ont continué à travailler, que la promotion sociale et l'extraordinaire poussée en avant de l'école publique entre 1880 et 1937, et même au-delà, était très largement liée aux écoles primaires supérieures et aux cours complémentaires. C'est-à-dire que c'est vrai, les effectifs des collèges et des lycées
n'avait pas énormément augmenté. Encore que, il y a eu une arrivée massive de filles, enfin relativement massive de filles. Il y a un statisticien qui nous dit que ça n'a pas beaucoup augmenté. Il oublie les 60 000 filles qui sont arrivées dans les collèges et les lycées. Ce qui est quand même pas une paille. Mais par exemple, il y a 240 000 élèves dans l'enseignement primaire supérieur en 1937. 237 000, c'est-à-dire plus que dans les lycées. Autrement dit, et est-ce que cet enseignement est un enseignement au rabais? Eh bien, il y a eu une expérience qui a été faite parce qu'il y a toujours eu à l'époque des tentatives d'unifier les deux. Bon, on y est encore. Bon.